La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4, Social. Chapitre 9. À propos. La colonisation française est un crime contre l'humanité, aurait affirmé un candidat à l'élection présidentielle, dans un entretien avec la chaîne de télévision algérienne, Ekourouk News. En visite en Algérie pour sa campagne, le candidat aurait ainsi tenté de corriger ses propos tenus dans Le Point, et qui avaient choqué à l'époque. Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un État, de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Cette fois, il aurait assuré. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains ont voulu faire cela en France, il y a 10 ans. Jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. Et d'ajouter, la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes. Mais, en même temps, aurait-il poursuivi. Il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie, la France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement elle a oublié de les lire. Difficile à admettre pour certaines personnes, car leur esprit se heurte et s'enferme dans des croyances millénaires, et comment abolir une vérité, plutôt un sophisme, répété durant 2 millénaires sans que sa propre dignité ne soit atteinte. Pour que Galilée fasse admettre la sphéricité, l'héliocentrisme et non le géocentrisme de la Terre, beaucoup de sang a coulé, c'est vrai, mais aujourd'hui personne ne risque de procès pour croire à un autre début, à une autre origine. En y introduisant un péché originel, incombant en premier à la femme, puis à Adam, ensuite un enfer pour ceux qui ne respectaient pas la loi, et une culpabilité de tous les instants avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos têtes, pour ceux qui s'éloignaient de ce Dieu, ces Hébreux refoulés, ayant quand même quelques troubles de la personnalité, pour n'employer qu'un euphémisme, et leurs descendants, sont parvenus depuis presque 3000 ans pour les Juifs, 2000 ans pour les chrétiens et 1400 ans pour les musulmans à entretenir le mensonge pour conserver leur pouvoir sur les peuples. Cet obscurantisme a privé les êtres humains de leur source originelle divine et non simiesque, de leur libre arbitre, de la quête du véritable Dieu ou tout unifié et du chemin spirituel qui y mène. Ces mensonges ataviques et millénaires sont encore aujourd'hui le sceau, la marque innée avec laquelle nous naissons. La faute originelle, qui n'a jamais existé, a conduit des centaines de générations à avoir peur, à vivre dans la peur des géhennes, à expier des péchés qui n'en étaient pas, et à faire mourir de trop nombreux croyants qui pensaient avoir offensé Dieu. Un silence coupable s'est abattu de peur que tous les enseignements acquis ne s'écroulent dans la conscience collective et qu'un séisme ravageur ne vienne détruire la vie de ceux qui ont menti, qui continuent de nous mentir et de ceux qui se sont tout bêtement trompés. Nous apprenons que l'histoire du livre des Hébreux, le Tanakh, ne serait que la copie falsifiée de textes retrouvés en Mésopotamie, en Akkad, en Babylonie et en Égypte. Un scribe, enfin des scribes sans scrupules, ils seraient 4 ou 5 sur plusieurs siècles, auraient pioché dans l'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh, celle d'Atrahasis, dans le code d'Hammurabi, dans les croyances et les codex de l'ancienne Égypte pour se construire une identité et pour modifier à leur convenance les récits dits, mythographiques par certains, et évéméristes par d'autres. Stratégie. Préface. Depuis le début de l'action islamique commune en 1969, à l'occasion de la réunion de la première conférence islamique au sommet, puis la création de l'organisation de la conférence islamique en 1972, le monde islamique aspire au développement et à la modernisation des outils mobilisés au service de la solidarité et des méthodes de coopération dans le cadre des valeurs,
principes et objectifs stipulés dans les chartes qui régissent l'action islamique internationale, à savoir la déclaration du premier sommet islamique, puis la charte de l'organisation de la conférence islamique et la déclaration de la Mecque rendue par la troisième conférence islamique au sommet tenu en 1981 et, enfin, toutes les résolutions issues des conférences islamiques successives au sommet. L'action islamique commune est entrée dans une nouvelle étape, après l'adoption par la sixième conférence islamique au sommet, réunie à Dakar en décembre 1991, de la stratégie culturelle pour le monde islamique. Celle-ci, selon tous les critères académiques, politiques et culturels, constitue une nouvelle percée dans l'action islamique commune, laquelle est vouée au service des objectifs de l'unité du monde islamique. Cette unité est fondée, comme on le sait, sur la communauté de foi, de démarche et de destinée. La stratégie culturelle pour le monde islamique, que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a élaborée, en collaboration et en coordination avec le secrétariat général de l'Organisation de la Conférence islamique, trace, pour la première fois, devant les pays islamiques, la voie qu'ils pourraient emprunter en vue de modifier en profondeur les approches et les moyens d'action en matière culturelle, mettant en exergue le rôle distinct et combien important que joue la culture, dans son acception la plus large, dans le processus visant le développement intégré et équilibré de l'être humain. L'objectif est, surtout, de faire avancer le monde islamique à travers des actions culturelles qui englobent l'innovation, l'expression, ainsi que la sensibilisation et l'orientation du public, et l'éducation et la formation, tant au plan théorique que pratique. Cette stratégie établit les bases de la mission qui doit être dévolue à la culture dans les pays islamiques. Elle définit en détail les tâches et les fonctions à remplir, explique les concepts et les spécificités et précise les sources et les objectifs. Elle met en outre l'accent sur les questions à traiter, les champs et les moyens d'action. Elle met en lumière le rôle de la culture dans le processus du développement, soulignant son importance et la nécessité essentielle qu'elle représente. C'est ainsi qu'elle a fixé le cadre général de l'action culturelle à entreprendre pour garantir le développement du monde islamique de sorte qu'il puisse satisfaire, à l'orée du XXIe siècle, les vœux et les ambitions de la Oumma et lui permettre de relever avec plus de fermeté et de cohésion les défis à venir et de mieux cerner les exigences des mutations civilisationnelles qui s'opèrent et qui conditionnent notre évolution vers le meilleur et dans le cadre de notre identité culturelle islamique. L'action culturelle islamique est passée désormais au stade de la planification scientifique fondée sur l'examen prospectif des réalités islamiques actuelles. Son objectif est d'exploiter les potentialités, de mobiliser les énergies et les ressources disponibles, d'analyser les entraves et les difficultés, d'étudier les évolutions et les innovations, de faire face aux imprévus et d'être en mesure d'affronter les défis, d'où qu'ils viennent. L'action culturelle islamique se trouve ainsi, au niveau du monde islamique, en accord avec la nouvelle ère qui s'ouvre. Elle s'inscrira dans le cadre, plus vaste, de l'action culturelle mondiale tout en conservant ses particularités et ses valeurs spécifiques. La stratégie culturelle pour le monde islamique place la Oumma islamique sur la voie qui lui permettra de conforter l'identité civilisationnelle islamique et de prouver sa capacité d'interaction avec les autres cultures dans la diversité de leurs courants de pensée et de leurs origines respectives, et de s'adapter aux innovations intellectuelles et artistiques. Le monde islamique est entré dans une nouvelle ère caractérisée par la planification de l'avenir, l'étude du présent et l'analyse des problèmes culturels qui entravent le développement culturel des pays islamiques. L'action islamique commune a débuté modestement, voici 37 ans, 1969 à 2006, s'appuyant davantage sur la générosité des sentiments que sur la rigueur de l'esprit scientifique. Ceci n'a pas empêché l'accomplissement, au cours de cette période, de grandes réalisations civilisationnelles, qui ont permis au monde islamique de s'assurer une stature distincte sur la scène mondiale. Ces réalisations ont également renforcé l'attachement de la Oumma à ses racines, à ses valeurs et à ses idéaux.
Elles ont renforcé la solidarité islamique dans ses manifestations philosophiques, spirituelles et comportementales, favorisant ainsi le rapprochement entre les peuples musulmans et la mobilisation collective des potentialités et des efforts. Ainsi, la coopération islamique a pris de l'essor, se développant avec le mouvement d'interaction et de coexistence entre les pays islamiques, entraînant une diversification des domaines de l'action islamique commune, pour englober les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture qui n'ont cessé de se développer depuis la création, en 1982, de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et jusqu'à la tenue de la 6e conférence islamique au sommet, dont les travaux se sont distingués, sur le plan culturel, par l'adoption de la stratégie culturelle pour le monde islamique et de la 4e conférence islamique des ministres de la culture qui s'est tenue à Alger en décembre 2004 et qui a adopté la stratégie dans sa version amendée, à la lumière des nouveaux changements et en réponse aux exigences de l'action culturelle, en ce 3e millénaire. Puisse Dieu nous accorder succès et nous guider sur le droit chemin. La stratégie culturelle pour le monde islamique. Version amendée et adoptée par la 4e conférence islamique des ministres de la culture. Alger, 15 à 16 décembre 2004. Le lavage de cerveau de la télévision marcherait bien en France, ce qui éviterait qu'ils se rendent compte, les Français, des horreurs qui se produisent par la faute de leur gouvernement franc-maçon. Udo Ulleckott était le rédacteur en chef de l'un des plus grands journaux allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lorsqu'il a publié son best-seller, Journaliste qui s'achète, révélant comment la CIA contrôlerait les médias allemands, un livre qui lui a coûté sa carrière et sa vie. Le docteur Udo Ulleckott, journaliste allemand, parle de la presse occidentale achetée. Il attaque de façon extrêmement concrète et virulente des maisons de presse. Il parle de corruption, de manipulation et de duperie vis-à-vis du public. Dans son livre, il détaille la manipulation des médias et des journalistes par les agences de renseignement états-uniennes. Quelques jours avant son 57e anniversaire, l'écrivain et journaliste engagé est mort d'un arrêt cardiaque. Il y avait eu ce courageux journaliste qui avait dénoncé ce que sont les grands journalistes. Il aurait été assassiné. Finance. Les cercles financiers dirigent les économies des entreprises et celles des États, ou plus précisément celles de leurs dirigeants. Chaque cercle dirige un secteur d'activité. Chaque multinationale, chaque banque possède ses propres cercles. Chaque État possède les siens. Des intermédiaires, en relation avec quelques cercles, représentent un autre cercle. Pour que chaque cercle puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de comprendre le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des transactions. Toutefois, un cercle mondial régit ces ensembles. La règle du jeu y établit un contrat à vie avec tous les protagonistes. Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa conscience entre parenthèses. Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun scrupule dans l'élaboration des actions ni de ressenti concernant les conséquences. Il s'agit d'un monde impitoyable dont personne, n'étant pas en relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne doit pouvoir avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission de gérer les actifs financiers des grands groupes économiques. Le but ultime de ces cercles est d'accumuler un maximum d'argent en un temps le plus court possible. La gestion de l'argent de ces professionnels ne consiste pas à organiser le système économique international. Il consiste à capturer un volume toujours plus important de devises. Ils appellent cela négocier des actifs. Cela consiste donc à gagner de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt. Pour que ces clubs fonctionnent normalement, il est également indispensable d'y pratiquer des commissions et des rétrocommissions. La naïveté et la conscience n'ont pas leur place dans cet univers inexorable. N'importe qui ne peut accéder à ce milieu. Chaque membre doit correspondre à un schéma psychologique déterminé. L'accès aux postes clés se fait par cooptation et parrainage, en fonction des compétences démontrées.
La vision de la société humaine, de ces gens-là, ne correspond à aucune des considérations communément admises. L'implication personnelle doit y être et y rester totale. Le marché des échanges est un énorme système financier mondial où les États n'ont aucun rôle direct. Seuls, les responsables des cercles, par secteur, sont en capacité d'agir et d'interagir. Les modèles financiers des banques n'agissent que pour des clients. C'est, en fait, la législation internationale qui permet les montages financiers permettant les transferts monétaires. Ces montages sont en conformité avec les organismes de réglementation, qui n'en connaissent pas leur fonctionnement. Ce sont ces montages qui permettent les évitements fiscaux en toute légalité et entre autres choses. Ce sont d'énormes masses d'argent qui transitent continuellement, d'un côté à l'autre, généralement en liquide, dénommé cash, pour pouvoir mieux les confondre dans la masse monétaire globale où elles sont réinjectées. La provenance en est éminemment douteuse. Elles sont issues des provenances les plus diverses. Parmi elles, il y a l'argent souterrain des pays boycottés, celui des blanchiments, de la criminalité et du terrorisme. L'informatisation permet aussi des montages obscurs. Il s'agit là aussi d'une règle du jeu. Ce sont les mêmes qui établissent les directives et qui établissent ensuite les règles d'évitement de ces mêmes directives. Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres accords entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle. Et il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la totale ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seules, quelques personnes, habilitées, sont placées dans le secret. Ce sont elles qui interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants des États. Mais aussi avec les représentants des organisations illégales ou terroristes. Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des représentants officiels, utilisent des collaborateurs, qui sont chargés de porter le chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur permet de rester totalement cachés dans leurs actions. Tout y est parfaitement compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir ce que l'autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement sanctionnée. Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée. Le sommet de la pyramide, qui dirige la planète monétaire, ne peut pas être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l'ombre. Ces responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident du sort de l'humanité. Corruption, fraude, guerre, manipulation, tromperie, satanisme, pratiques lucifériennes et pédocriminalité. Ils considèrent bénéficier d'une aide surnaturelle, dans leurs actions et de quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques, des historiens, des politiques bien sûr. Quant aux religions, c'est une autre histoire, mais cela se rejoint. Des connexions sont établies en fonction des connaissances de chacun sur chacune. C'est ainsi que s'établissent les transits monétaires en toute quiétude. Les différents acteurs se tiennent tous par la barbichette. Chaque acteur se devant de connaître les particularités adverses. Chaque action se fait à partir de la sûreté des renseignements obtenus. Les services secrets des États sont directement impliqués dans la quête des renseignements. Contrairement à ce que l'on fait croire aux opinions publiques, les services secrets n'ont aucun rôle concernant la protection des pays. Ces services sont des organisations criminelles, mis au service des puissants décideurs et sont chargés de la dissémination des armes et du déclenchement des conflits armés, partout sur la planète. Le principal objectif du cercle mondialisé est d'entretenir la misère parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques disposent d'énormes flux monétaires provenant des différents trafics découlant de tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État dans l'État. Le fonctionnement du milieu économique ne correspond à aucune image qui lui en est donnée officiellement. Son image n'est qu'une illusion. Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs finissent par rompre le contrat, pour diverses raisons. Parmi tous ceux qui se réjouissent du malheur qu'il occasionne autour d'eux, quelques-uns finissent par abandonner ce jeu de dupes.
Il convient en effet de comprendre que les suicides quotidiens des agriculteurs, des petits commerçants et de bien d'autres acteurs dans tous les secteurs économiques et sociaux sont causés par les actions concertées de ces psychopathes sans scrupules qui établissent leurs règles du jeu. Ces situations dramatiques les réjouissent, bien au contraire. C'est ainsi, en décidant du sort de leurs concitoyens, qu'ils peuvent se considérer comme des êtres supérieurs. Cela va bien plus loin encore, car ils considèrent tous ceux qu'ils ont réussi à mettre en difficulté, comme des déchets de leur organisation. Ils n'étaient que des marchandises sans utilité. Ces intelligences supérieures doivent pouvoir décider du sort de chacun et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun des acteurs des différents cercles. Il consiste d'abord à ne jamais devoir révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni d'aucune des personnes instigatrices. Il s'agit du contrat de confidentialité qu'il est impératif de devoir respecter. La sentence étant bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie se doit d'apporter des gages de sécurité. Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des candidats. Des entraînements sont réalisés et qui correspondent aux divers degrés de responsabilité envisagés. Pour pouvoir impliquer des personnes dans l'organisation, ces tests permettent une évaluation des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l'action, au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être compréhensibles avant d'y avoir accès. Par exemple, aucune des religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien de ce qui permet l'organisation conventionnelle de la société n'y est respecté. Parce que les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle mondial, n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience déficiente, tout leur est envisageable. Ils appelleraient cela la belle vie, avec des orgies de toutes sortes, et avec toutes les conséquences que cela comporte. Des rituels infanticides y seraient préparés dans des pays adaptés, sous le couvert du satanisme. Ces rituels serviraient à introniser les nouveaux adeptes. Le témoin se passerait entre les familles par générations successives. Ce n'est que très rarement que des candidats extérieurs puissent être intronisés. Des repentis auraient pu dévoiler les atrocités de ces psychopathes qui dirigent les systèmes économiques planétaires. Ils n'auraient plus pu supporter les mécanismes de soumission par le chantage organisé et l'endoctrinement. Il s'agirait donc bien d'un phénomène mondial parfaitement structuré, dans un monde complètement opaque. Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie commerciale permettraient de tout élaborer à l'avance, déterminées par le contrôle mental et la manipulation. Les populations sont considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être encadrés et orientés par des hordes de chiens féroces dans les directions souhaitées. Ce système et ces méthodes seraient utilisés à tous les niveaux de l'organisation de la société humaine. C'est en fait une superstructure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée qui dirigerait toutes les formes de délinquance en activité dans le monde. Le pouvoir central pourrait être installé à Rome. Chaque pays détient des représentants. Tout l'ensemble est très militaire. Le mécanisme établi de la survie des populations résulte d'une programmation élaborée sur la psychologie des masses permettant leur orientation. Les expérimentations humaines, ainsi que définies, porteraient sur des protocoles d'infiltration, de manipulation et de recherche en efficacité, tout particulièrement auprès de leurs enfants. Ces mécanismes seraient en corrélation avec les protocoles de Sion, qui auraient été établis par les Juifs et les francs-maçons, élaborés en Russie au début du XXe siècle, comme devant être un plan de conquête du monde. Sa conséquence en serait l'acquisition du pouvoir ultime, à partir de la complète désorganisation de la société humaine pour pouvoir aboutir à une autocratie globalisatrice. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l'éducation et la culture, le service public ou encore l'état de droit.
Ce risque ne peut être accepté quand il s'agit de globaliser ou plus exactement d'américaniser et de subordonner les peuples aux puissants réseaux politico-bancaires pilotés par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la division permanente de l'humanité pour pouvoir mieux la contrôler. L'humanité serait tout simplement leur ennemi. C'est là, la simple réalisation d'un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que l'humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse d'exister. Communautarisme. Le travail serait un instrument de torture selon son sens étymologique. Au sens économique usuel, le travail est une activité rémunérée qui permet la production des biens et des services. C'est aussi l'ensemble des activités par lesquelles l'homme satisfait ses besoins et transforme la réalité, selon son sens philosophique. On peut également y trouver la définition d'une activité humaine organisée et utile. Le travail désigne également l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque chose et obtenir un résultat recherché. Le travailleur serait pourtant devenu un esclave du travail. Et pire encore, il est en droit de se considérer comme se livrant à la prostitution, en raison de la carence des emplois qui le contraint à accepter des conditions contraignantes. Tous les intermédiaires procurant des emplois sont ainsi devenus des proxénètes de l'économie. Les emplois deviennent extrêmement rares à cause de la robotique et de la société numérisée. Il convient d'admettre que l'être humain ne doit plus avoir à entreprendre ce qu'une machine, robotisée ou non, peut entreprendre à sa place et de façon souvent plus efficiente. L'électronisation de la société devrait permettre à l'espèce humaine de n'avoir plus qu'un rôle subalterne de contrôle. Toutes les tâches pouvant être désormais confiées à la technologie. La communautarisation, par le paradigme politique, doit pouvoir aboutir à une société humaine n'ayant plus recours au travail ni à l'argent ni aux gouvernants, selon les schémas des organisations sociétales actuelles. La communautarisation est le seul moyen de pouvoir transmettre à tous les outils de la technologie et de la production. Ils ne doivent plus rester entre les mains de l'oligarchie dirigeante et destructrice de la moralité. La suppression des échanges par le système monétaire est le premier obstacle à franchir. Le second obstacle étant un modèle équitable de redistribution des productions. D'autres obstacles, liés aux religions et aux cultures, devront également être surmontés. Les nouveaux modèles devront passer par un partage communautaire des créations, des connaissances et des découvertes, au nom d'une plus grande dignité humaine. La liberté, l'autogestion et la coopération seront les nouveaux éléments directeurs de la future société humaine où celle-ci ne sera plus. La communautarisation des moyens de production et des moyens technologiques sont la condition essentielle à la survie humaine sur cette planète pour une meilleure justice sociale. Il n'y a plus aucune raison de tomber dans la pauvreté en considérant le niveau technologique que nous avons aujourd'hui. Le modèle actuel d'organisation de la société n'a jamais été en mesure de gérer équitablement les communautés humaines. Il ne sert qu'à permettre à une oligarchie cupide et criminelle de se valoriser. Ce modèle est totalement incapable de diriger l'humanité. L'activité humaine doit pouvoir tout simplement être choisie par chacun de ses membres et sans contrainte. Chacun doit pouvoir décider de son sort, de sa coopération personnelle et de sa contribution au profit communautaire. Avec la fin de cet esclavage de prostitution, l'espèce humaine redeviendra libre de ses actions, de ses choix et de ses idées. Le servage de la majorité humaine au seul profit de la minorité oligarchique arrive à son terme. La liberté doit être accessible à toutes les populations, sauf à courir à un échec global de la société. L'homme providentiel n'est qu'un représentant du système oligarchique. Il représente la décadence des modèles de société ainsi que du modèle européen. Le fameux adage « séduction, élection, trahison » confirme l'actuel fonctionnement des institutions. Cette situation existe depuis au moins 20 siècles. Les églises catholiques ont été bâties à partir d'une icône et d'un mythe.
La ville de Nazareth est censée avoir accueilli la naissance de Jésus, or cette ville n'existait pas au moment présumé de cette naissance. Les textes sacrés auraient été écrits plusieurs centaines d'années après cette naissance présumée, sans aucune preuve historique permettant de crédibiliser cette histoire et ses dogmes religieux. Jean Mélier, un curé de campagne à Étrépigny dans les Ardennes, accuse les prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur convenance, de maintenir leur emprise sur le peuple en utilisant la peur et de garder un silence complice face à l'abus des grands. Il précise, en substance, dans son testament écrit en 1729, que Dieu n'est qu'une fiction, que les évangiles sont faux, que le christianisme n'est qu'un moyen de prise de pouvoir sur les peuples pour mieux les exploiter. La source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques, ils se sont servis de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour séduire les peuples et parvenir plus facilement à leur fin. Voilà la source et l'origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois qui viennent de la part de Dieu même, et ce pape Boniface VIII qui disait que nous sommes enrichis par cette fable du Christ, tout ce qui se pratique dans le monde, pour le culte et l'adoration de Dieu ou des dieux, par toutes les religions, n'est qu'erreur, abus, mensonge et imposture et ne sont véritablement que des inventions humaines. Comment tant d'erreurs et d'impostures ont pu s'étendre si généralement par tout le monde? S'il y avait véritablement un Dieu, il n'était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de tous les peuples. Le monde est un mélange confus de bien et de mal. Il s'ensuit évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment parfait, et, par conséquent, il n'y a pas de Dieu. La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre toutes les populations de devoir les soutenir. Il n'y a qu'une poignée d'individus, parfaitement cachés, à diriger le monde. Il y aurait des politiques de terrorisation des peuples du monde, dans le but d'installer la mondialisation. Tous les gouvernements mentent et pratiquent le management de la terreur. Les attentats ne seraient que des mises en scène. Tous les services secrets, partout dans le monde, sont informés à l'avance des préparations d'attentats et tous les gouvernants en sont informés. Les rebelles seraient volontairement entraînés par des groupes d'intervention étatiques. Les autorités laisseraient délibérément les terroristes pénétrer sur leur territoire. Les motifs en seraient de pouvoir ainsi couvrir les cracks financiers et permettre de provoquer des désordres dans les politiques intérieures, monétaires, financières et économiques des pays concernés. Les gouvernements auraient aussi peur d'une révolte des populations. Les attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs ministres, de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, sont soit incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions, soit être déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils déclencheraient des événements dès que l'hostilité à leur égard deviendrait trop prégnante. Les échos médiatiques très convenus participent aussi à l'opacité de ces situations. Dès qu'une crise de popularité se fait jour, des attentats seraient laissés se perpétrer afin d'ajouter de la confusion dans les populations et de faire de la diversion. Cela permettrait de détourner l'attention des populations des vraies difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. C'est la mafia financière, dirigée par la Banque centrale européenne, qui obéirait à son oligarchie tout en organisant de la désinformation. Appleby, one of the world's leading offshore law firms, est un cabinet d'avocats qui distribue le luxe, le chic et la discrétion du paradis, le paradis fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux hommes politiques et aux dirigeants des multinationales. Des extraits de comptes bancaires, des passeports et des contrats réunis dans des bases de données comptabiliseraient 3 millions de documents. Ces agents particuliers sont installés aux Bermudes. Tous les hauts responsables concernés et interrogés se sont tous défilés en face de leurs responsabilités de tricheurs. Ils ont tous eu recours à des schémas juridiques d'optimisation fiscale, en marge des légalités. Il s'agit donc d'un dispositif incluant des mécanismes de complicité de fraude fiscale commis en bande organisée. 1 pour 1000, des personnes les plus riches de la Terre concentrent 50% des actifs.
L'actif étant un terme de comptabilité d'un bilan comptable. Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question des changements climatiques, déclarèrent les présidents directeurs généraux des multinationales. La réalité est bien différente. Il s'agissait simplement d'un coup de bluff médiatique. Les émissions de CO2 sont massives, c'est ce gaz qui provoque une accélération des changements du climat et du réchauffement de la planète. Les principaux pollueurs sont les grandes entreprises industrielles les plus puissantes du monde financier. Certaines centrales électriques à combustion fossile émettraient jusqu'à 1,5 tonne de CO2, dit gaz à effet de serre, pour produire 1 MWh d'électricité. Une entreprise française détiendrait même le record, loin devant l'Allemagne. En 2005, l'Union européenne a créé un modèle de « permis à la pollution ». Un quota annuel d'autorisation à polluer est ainsi attribué à chacune des entreprises concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une entreprise, elle doit payer, non pas une amende, mais un achat de « permis à pollution » auprès d'une « bourse » spécialement conçue à cet effet et qui décide du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO2. Ces permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité de CO2 émise est inférieure aux quotas qui leur ont été attribués. Et l'arnaque a été parfaitement organisée. C'est à l'aide de ce modèle que les entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à leur permis à polluer. Le système économique a simplement perverti l'organisation en se faisant délivrer des quotas, bidons, à l'aide de l'habituelle corruption. Les 14 000 usines de l'Union européenne auraient toutes reçu des permis à polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO2. Non seulement ces entreprises n'ont pas eu à acheter des droits à polluer, mais elles ont pu revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les pouvoirs publics qui ont attribué les quotas. Il n'y a donc eu aucune diminution de CO2 dans les pays de la Communauté européenne, depuis l'instauration de la taxe carbone. Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en Europe, en 4 années, 485 millions d'euros, par la seule revente de ses quotas excédentaires. Le directeur général de la Commission européenne pour le climat trouve cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises européennes devraient leur permettre d'investir dans des moyens de production moins polluants. Tout en reconnaissant qu'aucun moyen de contrôle sur l'utilisation de ces profits financiers n'aurait été envisagé. Il se félicite même d'avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors qu'elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs. C'est en effet l'argument développé par les lobbyistes sur d'éventuels risques de fuite carbone, pour pouvoir bénéficier des avantages accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop contraignantes les forceraient à délocaliser leur production. Cette menace a-t-elle un réel fondement ? Non, en effet, une étude réalisée par la Commission européenne a pu démontrer qu'une fuite carbone n'est pas envisageable par la plupart des entreprises. Il s'agirait donc d'une menace, imaginaire, mais très profitable. Mais il y a pire encore, puisque ces mêmes entreprises utilisent le prétexte de contraintes environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir licencier en masse leur personnel. Bien évidemment, tous les responsables se défilent à toute tentative d'explication. Les lanceurs d'alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant au sort réservé à l'espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces animales et végétales d'ailleurs, prévoient qu'au-delà de 500 gigatonnes de CO2 rejetées avant 2050 dans l'atmosphère, le seuil critique des complications climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne des températures de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune possibilité de réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les conséquences que cela implique. Or, les seuls producteurs de pétrole auraient une prévision volontaire d'exploitation équivalente à 2500 gigatonnes de CO2 pour cette même période, soit 5 fois plus que l'admissibilité et donc d'une élévation de température à 3,5 degrés au minimum. Le sort des créatures de la Terre est donc scellé, rien qu'avec l'envolée des températures. Le processus irréversible est déjà engagé,
puisqu'aucune des 100 plus grandes entreprises polluantes n'a l'intention de changer leurs stratégies économiques. À cela s'ajoutent les accidents d'exploitation, fuites, explosions, incendies, dont les pollutions locales sont catastrophiques. Les menteurs continuent à soutenir que tout va bien, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, puisqu'ils maîtrisent tout. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui ne veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit rester en contact avec sa conscience. Il y a deux France économiques. La croissance économique s'est développée en périphérie des villes. Le cœur des centres-villes s'est lui progressivement désagrégé et maintenant complètement désintégré. Les commerces de proximité dans le centre des agglomérations ferment les uns après les autres. Les acteurs commerciaux se considèrent complètement abandonnés par les pouvoirs publics qui continuent à faciliter l'expansion des zones commerciales au détriment des quelques cœurs de ville encore vaillants. La conséquence en est un déclassement du statut social, lié à une situation d'insécurité, causée par une accumulation des cas sociaux dans les centres-villes et d'une misère grandissante résultant du chômage de masse. Il y a une très grande dévaluation, dans les centres urbains de moyenne capacité situés entre 20 000 et 40 000 habitants, des valeurs immobilières des locaux privés d'habitation ou des locaux commerciaux. Ce sont alors les pauvres qui restent prisonniers de leurs situations et qui sont ainsi laissés pour compte par une classe politique qui se désintéresse complètement de leur sort. Le modèle économique des villes est en régression au profit des zones périurbaines, dépourvues des contraintes des centres-villes. De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux zones économiques périurbaines. Cette détermination a irrémédiablement provoqué un effondrement des secteurs économiques des centres-villes. Il s'en est évidemment suivi une hécatombe des petits commerces. Plus de 900 villes françaises sont devenues des refuges pour les pauvres et les vieux. Elles sont complètement dépourvues d'aucune activité. Les fractures territoriales évoquées ne sont qu'une fausse préoccupation des élus locaux et nationaux. L'attractivité des hypermarchés et de leurs galeries marchandes de périphérie empêche toute possibilité d'un retour en arrière. Tout, dans leur organisation, a été conçu pour une toujours plus grande attractivité constamment améliorée et une très grande facilité d'accès, avec des zones de desserte de bus à partir des cœurs de ville. Les centres-villes sont destinés à devenir des déserts économiques dépourvus de leurs animations traditionnelles. Il devra donc y avoir une adaptation, de gré ou de force, à cette situation irréversible. Une première alerte avait eu lieu à partir du dépeuplement des villages. La gangrène s'est étendue aux petites villes et maintenant elle s'attaque aux villes de grande importance vers un déclin économique des régions. Les petits commerces, mais aussi l'artisanat, ne peuvent plus assumer ni leurs loyers ni leurs charges devenant toujours plus élevées. Ils sont remplacés par les banques, les assurances, les opticiens et peut-être provisoirement par les marchands de téléphonie mobile, également présents dans les galeries commerciales des hyper. Tout le tissu économique périclite et est en cours de désagrégement. Il s'ensuit une perte des services publics qui n'ont plus d'utilité à rester dans ces déserts économiques. Les opérateurs des télécommunications ont leur part de responsabilité à assumer dans leur choix de couverture du territoire. Ils sont plus préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs installations que par un souci de service public. Il est aussi du ressort des élus de favoriser une expansion de l'accessibilité à tous. Des territoires conséquents sont complètement dépourvus des nouveaux moyens de communication par Internet. Les responsables politiques, nationaux et locaux, n'ont plus aucun pouvoir décisionnel. C'est le système économique qui dirige à leur place. Les choix précédemment réalisés dans les moyens des transports publics sont totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui concerne les besoins. Le choix du TGV est un choix imposé par décision politico-économique, mais complètement dépourvu de rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de gares. Il en est de même pour les aéroports dont la grande majorité est sans rentabilité et ils sont maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des habitants qui ne les utilisent pas. Les mutations économiques sont établies par les dirigeants économiques, pour leur seul profit, encore et toujours.
Une culture du chômage a été sciemment installée, au détriment des valeurs instructives des modèles de l'enseignement. Les savoirs prodigués en scolarité sont en total déphasage pour des enfants qui ne voient plus aucun intérêt à apprendre si c'est pour la seule perspective de devenir chômeurs. Les enfants des zones rurales sont les déshérités de l'éducation nationale. Le taux de paupérisation devient une poudrière qui pourrait éclater prochainement. Civilisation. Nous connaissons les notions de sociétés et de culture. La notion de civilisation est plus complexe à comprendre. La civilisation se rapporte à un concept de dynamique de l'évolution. Sur notre planète, beaucoup de civilisations se sont développées et ont atteint des sommets, puis soudainement elles ont disparu. Les causes de leur disparition sont parfois explicites, parfois curieuses, parfois incompréhensibles. La valeur d'une civilisation se mesure à partir de sa dimension matérielle et de sa dimension spirituelle. Le terme de civilisation, lui-même peut prêter à diverses interprétations. La première de ces interprétations est associée à un jugement de valeur, correspondant à son niveau de raffinement. La seconde correspond à son aspect social, tel que l'art, la science, la technologie. La troisième porte sur sa définition géographique, sur son déploiement et sur son influence auprès des sociétés et des cultures qui l'entourent. L'étymologie suggère une relation de valeurs économiques et sociales. Elle devient un modèle idéal vers lequel les sociétés en présence doivent s'orienter. Aucune des civilisations recensées sur notre planète n'a échappé au processus paraissant inévitable de leur disparition, souvent soudaine. Leur effondrement serait la conséquence d'un point critique atteint. Celui de la décadence apparaît comme inéluctable. Notre civilisation, qui a atteint un sommet technologique très rapidement, pourrait parfaitement connaître le chaos, si les systèmes informatisés, par exemple, qui organisent absolument toutes les démarches, arrêtaient soudainement de fonctionner, pour une quelconque raison que ce soit. Il convient de ne pas confondre des sociétés à groupement d'intérêts économiques, avec une civilisation ayant des valeurs morales et culturelles, sociales et spirituelles. Nos sociétés hétéroclites ne représentent qu'une civilisation parcellaire, non accomplie. Les guerres menées en permanence, partout sur cette terre, ne peuvent en rien présager d'une civilisation organisée. Nous en sommes bien trop éloignés. Les sociétés extraterrestres seraient-elles pourtant des exemples qu'il y aurait la possibilité de réalisation de civilisations à haute technologie? Représentaient-elles des modèles démontrant que tous les risques liés à des technologies de haute performance permettraient de créer une civilisation planétaire? Représentaient-elles des exemples ayant dépassé tous les aléas liés à de tels développements? Les précédentes civilisations établies sur notre planète seraient de type protoplanétaire. La civilisation romaine ou égyptienne, mais il y a d'autres exemples, représentent des exemples de prototypes de civilisation protoplanétaire. Un modèle d'évolution technologique pourrait aboutir vers une intelligence artificielle qui déterminerait les principaux éléments permettant la survie de la civilisation humaine. Elle déterminerait les programmes de développement internationaux par les échanges économiques globalisés, la suppression des fanatismes et de toutes les activités portant une nuisance à l'intérêt général. Si, comme c'est une certitude maintenant, certaines civilisations extraterrestres se préoccupent du sort de notre civilisation, c'est peut-être qu'elles auraient d'abord connu des niveaux critiques identiques aux nôtres, avant d'atteindre d'autres niveaux d'organisation, que nous ne soupçonnons pas encore. Les profils de ces civilisations ne nous seraient pas encore communiqués. Peut-être que certaines d'entre elles ont été confrontées à des cataclysmes majeurs auxquels elles auraient su faire face. Peut-être sont-elles parvenues à établir des fédérations, réunissant différents modèles de civilisation intergalactiques. Les modalités de ces civilisations nous seraient peut-être inconnues et elles seraient vraisemblablement très éloignées de nos préoccupations terrestres. Ces civilisations de visiteurs seraient actuellement en relation avec des groupements détachés des systèmes démocratiques, souvent appelés complexes militaro-industriels. Les prérogatives de ces complexes seraient exponentielles. Ils auraient accès à des technologies inconnues et à des niveaux scientifiques et cosmologiques insoupçonnés.
Ils bénéficieraient d'infrastructures souterraines cachées, protégeant ainsi totalement leur pouvoir d'action dans des domaines inaccessibles pour les autres populations. Ce sont des sociétés parallèles devenues comparables à certains empires du passé, bénéficiant de moyens financiers occultes, considérablement supérieurs à ceux des États. Y aura-t-il un jour où viendra la divulgation de ces oligarchies suspectes? Le risque de faire croire à une maîtrise de l'espace par l'armée américaine, qui posséderait une technologie supérieure, permettant aux États-Unis de cacher la réalité extraterrestre, serait désastreux. Des groupes privés auraient vite fait de démontrer la supercherie. À moins d'imposer une dictature totalitariste à l'échelle planétaire, et c'est ce qui semblerait s'être mis en place, les Américains ne pourront plus cacher la réalité sur la présence des extraterrestres parmi nous, pendant encore d'autres décennies. La qualité des informations, actuellement en circulation sur des systèmes d'informations extérieurs, concernant les ovnis, et la qualité des témoignages concernant de hauts responsables publics ou privés, devraient pouvoir contraindre ces organismes cachés à faire un minimum de révélations. Il est un exemple qui pourrait leur servir de comparaison. Le brouillage des messages adressés aux Français envahis par l'occupation allemande en 1945 n'a pas empêché la défaite de l'armée allemande. Autrement dit, tous les brouillages de la réalité devraient être bientôt vains. De nombreuses sociétés forment des empires haïssables à cause de leur comportement de dissimulation et de désinformation de la réalité, et les USA figurent dans ce lot. L'incompétence ou la complicité des systèmes d'information devront, soit démontrer comment les civilisations extraterrestres auraient déjà pris contact avec l'espèce humaine, soit démontrer, pour le moins, une grande mansuétude à l'égard des populations désinformées jusqu'alors. Seule, la divulgation de la réalité permettra à l'espèce humaine de progresser vers une civilisation des autres planètes. Les entités extraterrestres seraient conscientes des difficultés de progression de l'espèce humaine. Cependant, nos rapports avec eux ne pourront pas se faire d'égal à égal. Les circonstances des contacts avec eux n'appartiennent qu'à eux. Les modalités qui accompagnent ces circonstances ne peuvent pas leur être imposées. 3 degrés de rapport peuvent être observés. Le premier ne comporte que des rapports d'observation concernant le phénomène ovni. Le second correspond à des contacts limités, souvent secrets et courtois, sans influence majeure. Le troisième implique des contacts fréquents et une collaboration très active avec des transferts de technologie. Ce niveau d'implication peut laisser présager tous les scénarios dits de science-fiction. La civilisation humaine, lorsqu'elle sera enfin informée de la réalité des créatures peuplant d'autres planètes, devra d'abord faire abstraction de tous les enseignements qu'elle avait reçus jusque-là, dans quasiment tous les domaines de son organisation. Une adaptation progressive à une telle situation est inévitable. Il s'agira d'abord d'apprendre à comprendre cette réalité. Ensuite, il conviendra d'établir une préparation spécifique aux technologies impliquées ainsi que des formes de vie hyper-intelligentes, pour l'instant présumées. Le degré d'implication actuel permettrait de comprendre dans quelle zone de préparation l'humanité doit s'acheminer. Le maintien actuel du dénigrement et du « tout secret » n'est plus souhaitable. La nature des espèces interstellaires serait particulièrement déroutante. Leurs aspects peuvent être naturels, artificiels, issus de biotechnologies et de biomécanique résultant de combinaisons particulièrement originales et de formes d'intelligence très variées. Il conviendrait même de considérer que, par rapport à leur niveau de connaissance, l'espèce humaine ne peut pas, pour encore quelques décennies, devenir égale à ces entités. Les véhicules qu'ils utilisent sont tout aussi déroutants. Les contraintes, qui nous sont actuelles, représentées par la matière, l'espace et le temps, ne nous permettent pas de comprendre quelles sont leurs maîtrises de ces modalités particulières et apparemment de conception multidimensionnelle. Les modèles de valeur, des témoins d'apparition d'ovnis, sont souvent conscients d'une nécessité dans la remise en question de nos valeurs. Des études comparatives auraient permis de déterminer des similitudes de témoignages entre des personnes ayant eu des rencontres rapprochées avec des extraterrestres et des personnes ayant subi des expériences de mort imminente.
des mutations fonctionnelles importantes concerneraient leur niveau de conscience sur des préoccupations soudaines jamais affrontées auparavant. Des phénomènes d'expansion de la conscience établiraient des déroulements d'existence successives, dans les deux cas, faisant plutôt référence à la métempsychose. Cela présumerait une impérative nécessité de développement personnel étalée vers une obligation de l'élargissement des champs d'expérience. La civilisation humaine devra affronter des formes d'intelligence actuellement insoupçonnées. C'est vers une totale restructuration de la personnalité humaine que pourraient chercher à nous entraîner ces entités. Certaines des entités qui voudraient bien nous côtoyer auraient rencontré des vies organiques avec lesquelles elles auraient créé des interfaces. Cela veut dire qu'elles auraient réalisé des caractéristiques spécifiques, leur permettant des adaptations structurelles particulièrement déroutantes. Les formes qui nous côtoieraient actuellement auraient des apparences humanoïdes, insectoïdes, reptiliennes, hybrides ou encore de biotechnologie, indéfinies. Une évaluation, actuelle et très approximative, envisage la possibilité d'existence d'au moins 10 000 civilisations, uniquement dans notre galaxie, qui posséderaient un niveau technologique hautement avancé, par rapport au nôtre. Or, il apparaîtrait maintenant évident que des échanges intergalactiques se réaliseraient. Il convient donc de multiplier 10 000 par X. La principale raison, semblant motiver ces échanges, pourrait être le recueil des matériels biologiques et tout particulièrement des ADN. Une autre procédure d'étude aurait permis d'identifier des bases extradimensionnelles réunissant la coexistence de différents plans d'univers ou des transports interdimensionnels, pourrait notamment expliquer la soudaine apparition par matérialisation ou disparition par dématérialisation de certains objets volants, qui pourraient ainsi changer de plan. D'autre part, les capacités de leurs appareils sont tout particulièrement déconcertantes, dans leur prouesse de vol et des changements soudains de direction. Leur manœuvrabilité, dans l'air, dans la haute atmosphère, comme dans l'eau, leur contrôle du champ gravitationnel et du spectre électromagnétique, restent autant de questionnements. Certains d'entre eux auraient un pouvoir de contrôle émotionnel et physiologique, par télépathie, sur les humains, mais aussi une maîtrise sur le temps. Il s'avère cependant qu'aucun contact direct avec des populations n'a été envisagé par les visiteurs de l'espace. Ils sembleraient plutôt indifférents, tout en semblant toutefois vouloir aider l'espèce humaine. Leur niveau d'évolution apparaîtrait beaucoup plus spirituel que matériel. Y aurait-il des collectivités de civilisation spatiale? Il s'agira, bien évidemment, de conduire les futurs contingents humains vers d'autres formes d'éducation et d'instruction. Il y aura, immanquablement, une énorme restructuration de la civilisation humaine qui devra s'accompagner d'un changement des valeurs de compréhension, de quiétude, de paradigme. De nouveaux modèles sociaux devront être développés à partir des modèles explicatifs s'accordant, non plus avec des croyances, mais avec des réalités. Pour qu'un nouveau paradigme soit édifié, il conviendra d'accompagner les diverses sociétés humaines à évoluer vers de nouveaux modèles de connaissance encore insoupçonnés. Les paradigmes des sectes religieuses, institutionnelles ou pas, n'auraient apparemment rien à craindre de ce passage vers d'autres niveaux de connaissance supérieurs. Il leur suffirait d'une simple adaptation. Les paradigmes scientifiques et économiques devront réadapter leurs modèles organisationnels pour pouvoir survivre aux énormes changements de modèles. Les anciens modèles seront totalement devenus obsolètes. Leurs précédents modèles ne pourront pas se maintenir, notamment à cause de leurs dénégations arrogantes sur la réalité extraterrestre. Une profonde restructuration de leurs institutions sera indispensable avec une émergence de nouveaux paradigmes. C'est d'une nouvelle civilisation humaine dont il est question et de sa future singularité. La conscience devrait y occuper un plus grand espace. Selon certaines références, et cela semble évident, il y aurait plusieurs modèles de civilisation dans l'univers ou dans les univers. La spiritualité, pour ne prendre que cette référence, devrait pouvoir être rattachée à la conscience puisqu'il s'agit d'un état non matériel de tout individu. Il serait donc logique d'attribuer un très haut degré de spiritualité aux entités extérieures.
Elles devraient même devenir, ces entités, des enseignants dans ce domaine autant que dans celui des technologies qu'il utilise. Les abductés, des extraterrestres et les EMI. États de mort imminente, font souvent référence à une phase autoscopique, se rapportant à des états particuliers de séparation du corps et de la conscience. Ces deux cas, sans rapport apparent, décrivent les mêmes symptômes de nostalgie à devoir quitter le lieu du vécu expérimental, doté d'un amour incommensurable, qu'ils viendraient de rencontrer. Les visiteurs du cosmos cherchent-ils à rapprocher l'espèce humaine de ses racines cosmiques et de la conscience globale? Chercherait-il à nous faire admettre un plan d'une réalité immatérielle de la conscience? Une autre réalité devrait être prise en considération, c'est celle des hybridations. De nombreux témoignages se réfèrent à des expérimentations entre extraterrestres et humains à l'échelon planétaire. Un programme de modification de l'humain passerait par des enlèvements d'humains transportés dans des zones expérimentales. Un autre programme consisterait à de la procréation, in vitro, de masse. Des espèces hybrides, à ressemblance humaine, seraient chargées d'infiltrer toutes nos sociétés humaines, afin de prendre le contrôle de la civilisation terrestre, bien sûr à partir de leur technologie. Il se pourrait aussi que certains ET, en charge de ces programmes, n'aient aucune considération pour notre espèce. Un autre aspect d'étude, sur les conséquences des implications des extraterrestres, concerne les apparitions mariales. L'Église catholique, avec discernement et prudence, les a attribuées à des faits divins. Des études laïques, peut-être plus approfondies, émettraient un doute particulièrement bien étayé sur ces apparitions, qui seraient plus imputables à des faits d'extraterrestres. Il est plus facile de comprendre la position actuelle des églises chrétiennes vis-à-vis des phénomènes ovnis, en raison de leur interprétation religieuse des faits, par rapport aux autres religions orientales qui sembleraient admettre la réalité d'une vie intelligente partout dans l'univers. Une autre perspective, des intrusions de civilisations extérieures à notre planète, consiste en la prise en considération d'une volonté de surveillance accrue de l'espèce humaine, d'un suivi des progrès sociaux actuels, d'une communication préparatoire à la nécessité des contacts, de l'entrée de l'humanité parmi les civilisations avancées de la galaxie, par des méthodes pacifiques. Leur comportement pourrait s'avérer plus ferme si nous devions nous impliquer en conquérants indisciplinés. Cela pourrait aussi être le cas si nous devions continuer à nous montrer suicidaires à l'égard de notre planète et d'un ordre interplanétaire. Sauf s'ils respectent le droit d'ingérence à nous autodétruire, ce qui apparaîtrait totalement contradictoire avec leur présence actuelle. Il est également possible qu'ils utilisent des méthodes plus sophistiquées, nous permettant de croire que, seule, notre action naturelle aurait permis de nous conformer à leurs souhaits. La tendance actuelle à la barbarie ne paraît toutefois pas en accord avec ce schéma. Toute la collection Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La collection